Bonjour, bienvenue dans Première Dame. Dans ce podcast, nous partons chaque mois à la rencontre d'une pionnière, d'une femme d'exception. Ces femmes, elles vont nous raconter leur parcours, leurs victoires, mais aussi leurs difficultés. Dans cet épisode 10, nous allons parler rencontres, fractures et premier de cordée. Bonjour Martine Roland. Bonjour. Vous avez 71 ans, vous êtes la première femme guide de haute montagne de France et même d'Europe. On se rencontre à Briançon, où vous vivez. Donc vous partez d'ici derrière l'office de tourisme, vous suivez derrière le télécabine et après vous suivez le grand balcon de Montgenèvre. D'accord. Vous montez, vous arriverez, maintenant c'est fermé, mais il y a le restaurant, les terrasses. Ça fait une boucle qui revient de l'autre côté du village. D'accord. Autre possibilité, vous pouvez monter l'autre côté, au lac des Anges. Ça, vous le prenez au niveau du télécabine Télémix des Chalmettes et vous suivez les panneaux lac des Anges, Gondrin, c'est la direction. D'accord. Après, si vous voulez, je peux vous laisser aussi un petit guide. On a un petit... Et ça peut vous aider parce qu'il est bien fait. Oui, je veux bien. Et, attendez. Et vous avez tout le descriptif sur les deux. Bon, bah, très bien. Donc ça, c'est indiqué comme parcours bleu. Ils sont pas trop difficiles. Ok. Voilà. Bon, bah super. Je vous Merci beaucoup. Bonne journée. Enfin, bonne soirée. Au revoir. Alors, vous êtes originaire de Grenoble, au pied des Alpes. Est-ce qu'enfant, déjà, vous faisiez des activités en rapport avec la montagne ? Non, pratiquement pas. Disons que j'ai fait un petit peu de ski avec mes parents. Disons que mon rêve, c'était de faire du parachutisme. Donc, dès que j'ai eu 18 ans, voilà, je me suis dirigée vers ça. Je faisais de la voltige. Pendant 2-3 ans, c'était vraiment la chose qui me passionnait le plus. Votre scolarité ? Une scolarité normale, hein. Bon, j'avais pas de grosse envie et donc ma mère m'a un petit peu poussée à faire un BTS de secrétariat. Bon, je me suis dit ça mènera de toute façon à beaucoup de choses. C'était pas une vocation ? Non, pas du tout, non. Au contraire, bon, j'avais envie de voyager. Voilà, c'était mon... Alors c'est pour ça, les langues, ça m'intéressait, donc j'ai un peu appuyé sur les langues et puis voilà. Alors une rencontre va être déterminante dans votre vie, celle avec Jean-Jacques Roland, un guide savoyard. Vous avez 20 ans. Racontez-moi. Alors d'abord, il n'est pas savoyard, ça lui plairait pas qu'on dise ça. Non, il habitait Grenoble, il était lui aussi, il était assez citadin. Bon, il avait passé même une enfance en Afrique, mais il était très très porté sur la montagne. Pour lui, c'était vraiment une passion. Il pensait qu'à ça. Il voulait en faire son métier ? Eh ben oui, puisqu'il avait déjà passé son diplôme d'aspirant guide quand je l'ai connu. Et il revenait d'un voyage en Afghanistan où il avait gravi un sommet de 7000 mètres. Donc il était à fond dedans. Et pour moi, ça a été un moment où il a fallu quand même que je choisisse. Parce que, bon, moi j'avais envie de continuer à faire du parachutisme et de la voltige. C'était absolument pas conciliable. Pas, disons, au niveau où lui voulait faire. Et puis, je pense qu'il avait envie aussi qu'on partage tout ensemble. Donc, moi, j'ai un peu laissé tomber le parachutisme et je me suis mis à fond dans l'escalade et puis dans l'alpinisme. C'est devenu vraiment notre raison de vivre, notre passion. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces activités de montagne que vous connaissiez peu ? Il y a déjà tout ce qui est la montagne, la nature, comme c'est beau, de pouvoir aller dans ces montagnes qui se renouvellent tout le temps. La beauté, elle est toujours renouvelée. Et puis, bon, il y a la notion de l'effort. Hein. Quand on va en montagne, bon, il y a un effort. Et ça, je me suis rendu compte que j'aimais bien. Enfin, ça me plaisait de me dépasser, d'essayer de repousser toujours un peu mes limites. Et puis, je pense que quand on fait de l'escalade, il y a un plaisir vraiment physique dans l'escalade, de toucher le rocher, d'arriver à l'apprivoiser, de pouvoir monter. Et ça, c'est quelque chose, au fil des années, en ayant un niveau qui augmente, on est de plus en plus accro à ce sport, parce qu'on progresse et qu'on arrive toujours à faire des choses de plus en plus dures et de plus en plus belles finalement, parce que la beauté, elle est aussi dans la difficulté. Vous passez l'examen pour intégrer la formation de guide de haute montagne.
Après donc un BTS de secrétariat, c'est le grand écart. En 6 ans, vous avez complètement changé de voie. Oui, mais c'est venu progressivement, là, parce que après notre mariage, nous avons vécu avec mon mari dans une petite station de ski des Hautes-Alpes, où on s'occupait de la gestion des remontées mécaniques et d'un centre d'hébergement. Donc là, ça tombait tout à fait dans le prolongement de ma formation. Mais là, j'ai commencé à passer un diplôme de professeur de ski nordique de fond. Disons que je me suis mis vraiment dans des sports de montagne d'une manière beaucoup plus régulière. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait pour en faire mon métier. Vous saviez qu'aucune femme avant vous l'avait fait ? Oui, je le savais parce que j'avais eu quand même des informations. Mais disons dans les textes, il n'y avait absolument aucune interdiction pour les femmes de s'inscrire à l'examen. Donc je me suis inscrite à l'examen, je me suis dit on verra bien. Et effectivement, de toute façon, ils ne pouvaient pas refuser ma candidature. Comment est-ce que votre entourage réagit à cette inscription ? Bon, mon mari, au départ, lui, était pas tellement chaud. Bon, il sait que c'est un métier qui est dangereux. Et puis, bon, comme il a vu quand même que c'était quelque chose que vraiment je désirais très fort, et à ce moment-là, il a fait tout ce qu'il a pu pour m'aider. C'est-à-dire qu'il m'a aidé à me préparer à l'examen, parce que c'est quand même un examen où il fallait arriver avec vraiment une très bonne condition physique et pouvoir maîtriser un peu toutes les disciplines qui étaient demandées. Vous avez commencé à nous le dire, vous devez justifier d'une bonne condition physique, mais aussi de courses que vous avez déjà effectuées. Oui, là, on a une liste de courses à présenter. Bon, ça, pour moi, c'était pas trop compliqué parce que depuis que j'avais connu mon mari, on avait fait beaucoup de courses ensemble. Donc là, ça allait. Disons que le gros problème, c'était, je pense, dans le milieu lui-même de la montagne. Il y avait carrément des professeurs de l'école de Chamonix qui étaient absolument opposés à ce qu'une femme fasse ce métier. Donc ceux-là, ils étaient prêts à me barrer au maximum pendant l'examen. Il y avait 250 candidats l'année où vous avez passé ce concours. Vous êtes donc la seule femme. Vous avez passé exactement les mêmes épreuves que les autres ou ça a été aménagé ? Ah non, pas du tout. J'étais exactement comme un autre candidat. Ce qui m'a beaucoup gênée dans cet examen, c'est que c'est un examen qui est... où il y a du public. Parce que ça se passe comment ? Ça se passe, il y a plusieurs journées avec des épreuves différentes. Et donc, le public peut suivre les évolutions des candidats qui sont notés sur des parcours. Et donc, le premier jour, la première épreuve, ils appellent ça terrain varié. Bon, il faut faire une marche de 2 heures, 2 heures et demie, et puis avec un gros sac. Et après, quand on arrive de cette marche, là, il y a des épreuves qui sont... faites pour voir l'aisance qu'on a dans un terrain de montagne. Il y a un peu des petits parcours de rochers, il y a des névés, des petits morceaux où le rocher est brisé, enfin il est pourri, il y a même des pentes d'herbe raides, enfin bon, il y a un peu de tout, et là à chaque passage il y a une note qui est faite. Le premier jour, j'ai pas eu une note vraiment terrible, je me suis dit je vais me rattraper le lendemain. Le lendemain, c'était une journée d'escalade et on avait une voie à faire. Et là, vraiment, j'ai été extrêmement gênée par le public. En particulier, il y a un photographe qui s'était placé au départ de la voie que j'allais faire. Et il était un petit peu plus haut. Et au moment où j'ai démarré, il m'a envoyé son flash dans la figure. Bon, ça m'a déstabilisée. J'ai glissé, je me suis reprise pour remonter. Et là, donc, j'ai eu une très mauvaise note, probablement. Et donc là, je me suis dit, j'ai loupé l'examen, quoi. Bon, et le lendemain, donc, c'était l'épreuve encore peut-être la plus difficile. C'est une épreuve de glace où on doit faire sur un glacier des petits parcours, des murs verticaux, des traversées. Toujours pareil, hein, on est noté sur l'aisance qu'on a en glace avec les piolets, les crampons. Et là, en fait, la journée s'est très bien passée, donc j'ai pu avoir des bonnes notes qui ont rattrapé un petit peu les premières journées. Donc voilà, à partir de là, j'étais
j'avais réussi l'examen probatoire, donc je pouvais aller au stage d'aspirant guide. Donc c'était la première étape, mais c'était pas encore le stage. Et le stage, ça c'était un gros morceau parce que là, c'était pendant 6 semaines avec beaucoup de courses et puis des mises en situation. Et là, c'est là vraiment que ça s'est joué quand même. Mais le barrage psychologique du départ a provoqué beaucoup de... La presse s'y est intéressée, il y a eu beaucoup de journalistes et puis de gens qui étaient là, vraiment de curieux, qui venaient voir. J'étais un petit peu la bête curieuse. Ça m'a beaucoup gênée. Vous faites partie des 50 reçus. Oui, mais bon, moi, j'allais pour réussir. Je me suis pas posé la question, mais tu vas rater. Enfin, je veux dire, je m'étais préparée, je savais que j'avais le niveau, que j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, vraiment, je pense que si j'avais été recalée, j'aurais très mal pris. Donc, vous faites partie des 50 et c'est l'année suivante que vous faites un stage de 6 semaines, c'est ça ? Voilà. Racontez-moi. Ouais. Alors bon, le stage en lui-même, ça a commencé, il fallait que je prouve que j'étais dans le coup. Et le professeur qui était avec moi, la première course, carrément même, il voulait pas me laisser passer en tête. Hein. Il a fallu que disons, que je m'impose. Bon, je m'étais très bien entraînée, j'avais une bonne condition physique. Je me suis vraiment mis à fond là pour pouvoir être en forme et puis pouvoir bien gérer les courses, aller vite. Et ça a marché parce que le professeur était content, il a vu qu'on allait plus vite que les autres cordées de stagiaires. Donc tout de suite, là, après ça a été, quoi. C'était la première semaine, c'était le test. Mais du coup, vous vous étiez entraîné toute l'année de votre côté ou vous étiez déjà au sein de l'école ? Non, là, c'est individuel, hein, mais bon, moi, c'était l'époque où je faisais beaucoup de ski de fond, je faisais des compétitions en ski de fond. Donc j'étais entraînée toute l'année, hein. J'avais l'habitude de faire beaucoup d'entraînement. Donc le stage d'aspirant guide donne le droit de travailler. Après, on peut travailler. Il faut même acquérir une expérience professionnelle pendant 2 ans. Et après, le dernier stage, le stage de guide, a lieu donc au bout de ces 2 années d'expérience. Vous l'avez un petit peu évoqué, ce statut de pionnière, puisque donc, vous avez réussi toutes les étapes et vous avez finalement eu le diplôme de guide de haute montagne. Ça a fait beaucoup parler. Vous l'avez vécu comment ? Vous disiez que ça vous avait un peu perturbé au moment de l'examen, mais même plus généralement ? Disons que ça a été très, très, très pénible parce que il y a eu une période où on était dérangé sans arrêt par des journalistes. Et puis alors il faut venir à Paris pour pour la télé, donc là il y a eu un moment où on a dit bon stop. De toute façon, après on passe son temps à ça. Et moi j'avais pas envie de passer mon temps à ça. Et en plus, j'avais quand même une famille. J'avais déjà quand même un enfant, puisque mon premier fils, quand j'ai passé l'aspirant guide, il avait 5 ans. Donc, moi, j'avais pas envie de passer mon temps à m'occuper des médias. Donc, je n'ai plus répondu du tout aux sollicitations. On s'est mis un peu en retrait. Et puis, finalement, ça a très bien été. Hein. Pendant des années, on était tranquille. On a fait notre vie sans qu'on nous dérange. Parlez-moi un petit peu de ce métier de guide de haute montagne, en quoi ça consiste ? Alors d'abord, il y a beaucoup de disciplines qui entrent dans ce qu'on appelle la montagne. Déjà il y a l'escalade rocheuse, après il y a le ski de randonnée, il y a l'alpinisme, c'est-à-dire les courses en haute montagne, il y a les expéditions, les trekking, maintenant il y a le canyon. Et il faut savoir tout faire ou on a des spécialités ? Ah non, là il fallait tout savoir. Hein. Enfin disons, à l'époque, c'était une formation globale. Donc après, le guide choisit un petit peu en fonction de ce qu'il aime, il choisit de travailler dans les disciplines qu'il préfère. Et alors vous, c'était quoi ? Disons que moi, ici, j'habite Briançon. Déjà, donc, j'ai été quand même acceptée au bureau des guides de Briançon. Parce qu'ils auraient pu ne pas vous accepter malgré votre diplôme. Bien sûr, et je pense que j'aurais été à Chamonix, c'était même pas la peine que j'aille m'inscrire au bureau des guides de Chamonix. Je pense que Briançon, le monde de la montagne était plus ouvert qu'à Chamonix. Parce que là, il y avait quand même beaucoup de guides
assez jeunes qui venaient de villes du sud de la France, donc c'était plus facile de se faire une place. Et donc là, moi, j'étais au bureau des guides de Briançon au départ. Et puis bon, en tant que guide, après, on peut travailler d'une manière indépendante. On n'est pas forcément rattaché à un bureau. Donc moi, je faisais beaucoup de ski de randonnée parce que bon, Briançon, c'est un peu le paradis pour ça. C'est facile de partir pour la journée ou même pour des raids. Donc ça, moi, j'en avais fait beaucoup. Je faisais aussi beaucoup d'escalade. Et là, en particulier, j'ai passé quand même pas mal d'années où je me suis occupée du club d'escalade de Briançon avec carrément des enfants et puis un peu plus grands, des jeunes qui préparaient le diplôme de guide aussi. Là, on les emmenait en montagne faire des courses en montagne, de la glace, de l'escalade, des grandes courses en montagne. Parmi vos détracteurs, j'ai entendu que certains disaient que de toute façon, vous n'auriez, même si vous étiez diplômé, vous auriez jamais de clients. Alors ça aussi, on me l'a dit souvent au départ, mais c'est absolument faux, parce qu'au contraire, les gens, ils avaient envie d'être avec la première femme guide, déjà. En plus, toute la clientèle féminine, de toute façon, elle préférait avoir une femme. Et ça, vraiment, je l'ai beaucoup vu au cours de ma carrière. J'ai souvent emmené que des femmes, hein, même en raid à ski ou alors sur des courses en montagne. Pourquoi elles préféraient être avec des femmes ? Elles ont l'impression d'être mieux comprises, qu'on saura mieux se mettre à leur niveau, qu'on aura peut-être plus de patience, que avec un homme, si elles craquent un peu, elles se sentent un peu gênées, quoi. Avec une femme, ça passera mieux. Et ça, j'ai vraiment senti une grande complicité avec les femmes. Voilà. Vous avez réalisé des ascensions prestigieuses au cours de votre carrière. Le Broad Peak en Himalaya, je crois que ça a été votre premier 8000, comme on dit, 8000 mètres. Le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, plus de 6000 mètres, qui a été une expédition de 22 jours en autonomie complète. Qu'est-ce qui vous fascinait dans des aventures comme ça ? Ça paraît un peu incroyable quand on en parle comme ça, mais je veux dire, ça vient au bout d'un apprentissage de plusieurs années où on fait des courses de plus en plus longues. On va pas tout de suite forcément sur des trucs très durs, donc on y arrive petit à petit et après ça devient un but, quoi. C'est des objectifs qu'on se fixe, on toujours aller. Pour l'altitude, c'est vrai que 8000 c'est quelque chose un peu de mythique, quoi. Hein. Voilà, ça a une certaine aura, donc on se dit est-ce qu'on va être capable de monter à 8000 ? Et puis en Alaska, je crois qu'on avait envie avec mon mari de vivre vraiment une aventure tout seul, tous les deux. Et la face sud du mont McKinley, c'est un gros objectif alpin. Et on a souvent du mauvais temps ou beaucoup de vent. Donc, on peut pas monter comme ça d'une traite et descendre. Et en plus, le Denali, il faut se faire déposer en avion à 30 km du pied parce que c'est un parc. Donc, ça demande vraiment du temps. Hein. Il faut avoir une autonomie avec nous. Et on est parti, on avait une vingtaine de jours de nourriture et d'autonomie. C'est ce que j'allais vous dire. J'imagine aussi une organisation en amont. Oui, alors bien sûr, c'est une organisation, mais surtout c'est le transport après, parce que comme en plus on faisait une traversée, c'est-à-dire que on montait d'un côté, on redescendait de l'autre, on ne pouvait pas laisser en route de quoi s'approvisionner. Donc il a fallu au départ partir avec vraiment un gros chargement. Et on avait combien des de kilos à peu près ? On avait peut-être 25 ou 30 kilos. On avait des poulkas, donc on tirait. Mais les poulkas, on n'a même pas pu aller jusqu'au pied de la face parce que c'était trop crevassé. Il fallait remonter le long d'une partie glaciaire et on a été obligé d'abandonner les poulkas d'abord, les skis après parce qu'on était parti à ski. Donc après, il a fallu porter. Et, c'est pour ça qu'on n'allait pas très vite.
Au gré de ces voyages aux quatre coins du monde, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de femmes comme vous ? Alors, j'en ai rencontré quelques-unes, et en particulier en Alaska, j'en ai rencontré une extraordinaire. C'est une Italienne, et elle faisait en solo l'ascension du mont McKinley, mais bon, par la voie normale. Mais du coup, elle faisait des portages. Elle allait, elle venait avec. Elle transportait dans des sacs en plastique. Elle les laissait au bord du chemin. Elle redescendait. Enfin, disons, on a discuté presque une demi-journée avec elle, et c'était incroyable parce que moi, j'ai trouvé que vraiment, elle avait une motivation que j'ai rarement vue. Alors, bon, maintenant, je sais qu'il y a des femmes qui font des trucs extraordinaires, qui, en Himalaya, gravir les 14 000, ça demande beaucoup, certainement, un gros investissement. Et je pense qu'il y a des femmes qui sont vraiment très fortes dans leur tête pour pouvoir arriver à faire ça. Vous, votre motivation, votre force, c'était vraiment que vous soyez deux ? Oui, de toute façon, on a vécu quand même avec mon mari, on a eu une vie extraordinaire parce qu'on partageait tout. Et donc, on était capable justement d'aller ensemble sur des aventures comme ça. Et c'était formidable. Alors c'est un métier extrêmement dangereux, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Chaque année, des guides de haute montagne meurent dans l'exercice de leur métier. Est-ce que vous y pensiez au danger ? Oui, de toute façon, on y pense. Je pense que le danger, surtout pour les guides, c'est les avalanches. Avec le ski de randonnée, c'est quelque chose qui quand même, qu'on garde toujours à l'esprit. En l'espace de quelques secondes, tout peut basculer. Alors que la journée s'annonçait belle et fantastique avec de la belle poudreuse, et ça peut devenir un piège mortel. Donc ça, c'est quelque chose que, quand on fait du ski de randonnée, on a toujours en tête. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents avec un groupe ou seul avec votre mari ? Alors, disons que le gros accident que j'ai eu, là, c'est durant l'ascension du K2, là. En 1987, voilà, disons, le K2, c'est le deuxième plus haut sommet du monde. Oui. Donc, au cours de l'ascension, là, en remontant, après donc, plusieurs journées où on a préparé l'assaut pour le sommet, et en montant aux alentours de 7000 mètres à peu près, j'ai reçu une pierre sur la main. Bon, cette pierre, elle arrivait de plus haut, hein, et en passant à la hauteur de mon mari, il l'a vu passer et il m'a prévenu. Il m'a dit, attention. À ce moment-là, j'ai relevé la tête et j'ai reçu donc cette pierre sur la main. J'avais une main qui était sur un jumard, sur une corde, et j'aurais pas relevé la tête de toute façon. Voilà, j'avais la pierre sur la tête. Bon, le problème, c'est que j'avais une main qui était complètement écrabouillée et avec plusieurs fractures, une plaie ouverte, et donc ça a été assez compliqué déjà de redescendre et puis de rentrer rapidement en France, puisque sans rentrer en France, c'était une gangrène et puis une amputation de la main, probablement. Du coup, vous êtes redescendu à pied chercher Alors, je suis les redescendu secours. à pied jusqu'au camp de base. Hein, ça a pris la journée. Et puis ensuite, on a essayé de trouver un hélicoptère de l'armée, parce que là, le camp de base du K2, c'est à 15 jours de marche. Hein, donc c'était impossible de rentrer à pied. Et par contre, il y a beaucoup de petits camps militaires dont on soupçonne pas l'existence. Et ça, c'est un de nos porteurs, enfin le chef porteur là, qui était avec nous, qui est allé prévenir un camp parce qu'il savait où ils étaient situés. Et on a pu avoir 2 jours plus tard, un hélicoptère de l'armée pakistanaise qui est venu nous prendre et qui nous a ramenés jusqu'à la première ville où on a pu prendre un avion après pour rentrer en France. Mais du coup, en comptant les 2 jours d'attente de l'hélico plus la journée de redescente... 5 jours en tout. 5 Avant jours. d'arriver à Paris.
Je suis arrivée à Paris le 6e jour et je pense que c'était vraiment la dernière. Ils m'ont dit, je me suis fait opérer à l'Institut pour la main, là, à Paris. Et ils m'ont dit, là, c'était limite, c'était une gangrène qui commençait. Parce que j'avais des morceaux de moufle de laine qui étaient dans la plaie. Donc, c'était une plaie qui était ouverte et qui commençait à s'infecter. Cet accident, il a changé des choses dans la suite de votre carrière ? Oui, de toute façon, on était quand même dans l'optique, on ne savait pas si on allait continuer à faire des sommets comme ça, très hauts. Quand j'ai eu cet accident, j'avais 39 ans. Là, on a décidé d'avoir un deuxième enfant. Et bon, ça a été un tournant dans notre vie, de toute façon. Et moi, j'ai continué à faire mon métier de guide. Ça ne m'empêchait pas de partir la journée ou même en stage. Mais disons qu'au niveau des expéditions, on a quand même mis un petit peu un frein. On en a fait encore quelques-unes après, mais c'était plus le même style, quoi. Du coup, vous avez développé une autre activité ? Après, avec la naissance de mon deuxième fils, oui, j'ai développé un petit refuge dans les montagnes, là, vers Puy-Saint-Vincent, un petit refuge où on ne pouvait aller qu'à ski, donc on n'allait pas en voiture. Et l'hiver, je m'occupais de ce refuge un petit peu avec un peu d'hébergement et puis un peu de restauration en arrivant en ski hors piste ou en ski de fond. Mais du coup, vous alliez tous les jours au refuge ou vous restiez sur place ? Disons que je restais sur place. Au début, je faisais un peu les allers-retours. J'avais pas l'hébergement tout au début, mais après, j'habitais là-haut et mon fils, lui, allait à l'école. Il venait le soir et puis il repartait le matin. Il allait à l'école en ski. Lui, il y allait avec mon mari souvent parce que mon mari aussi travaillait. Il fallait qu'il descende dans la vallée, donc il descendait avec mon mari et puis le matin et puis le soir il remontait avec lui à ski. Aujourd'hui, vous êtes donc retraité à Briançon, la plus haute ville de France. Vous profitez du coup, j'imagine, de la montagne très régulièrement. Oui, je profite de la montagne. Alors surtout l'hiver, beaucoup pour le ski. Et puis pour l'escalade, on va chercher un petit peu ailleurs. On va partout en Europe, dans le monde. On va chercher des objectifs en escalade parce que maintenant, c'est plutôt ça qui nous passionne. À chaque épisode, notre première dame nous livre une anecdote amusante, gênante, révoltante, bref, un épisode qui vous a marqué, Martine Rolland. Alors, c'est le dernier jour du stage de guide. Il y a une épreuve sur les cordes. Il faut montrer tous les nœuds, enfin les sauvetages, toutes les manœuvres. Et là, donc, je me suis retrouvée à midi avec un professeur qui était un guide de Chamonix qui s'appelait Dédé Simon et qui était opposé depuis le début et qui disait partout dans Chamonix, au bistrot, à ses collègues, il disait de toute façon, il n'y aura jamais de femme guide. Je ne laisserai pas passer ça du tout. Et je me suis retrouvée toute seule à être interrogée par celui-là qui pendant 1 heure m'a fait tout réciter et puis en me faisant comprendre de toute façon que j'étais nulle, qu'il ne fallait pas mettre ma main comme ça pour faire le nœud. Enfin, il me reprenait sur des questions qui étaient complètement idiotes, qui n'avaient rien à voir avec la méthode que j'utilisais. Et puis finalement, il a dû me mettre une note éliminatoire probablement. Et le lendemain, quand il y a eu les résultats, j'ai vu donc Paul Keller, qui était président du jury, qui est venu me voir là, avant la remise des résultats et qui m'a dit tu sais, il y a eu une discussion à ton sujet parce que il y avait une note qui n'était pas à sa place au milieu des autres, donc les professeurs ont estimé de toute façon que j'avais été mal notée, quoi. Et donc ils ont demandé à ce que la note soit revue et bon, du coup voilà. On passe maintenant au quiz. Alors, ski alpin ou ski de fond ? Ski de fond. Pourquoi ? On participe à la nature et on fait un effort. Été ou hiver ? Non, là, je ne peux pas choisir. J'aime les deux. Vacances, mer ou montagne ? Ah montagne, ouais. Vraiment, vous en lassez pas ? Non. Merci beaucoup, Martine Rolland.
Et je précise que votre livre sortira l'année prochaine, il s'appelle Première de cordée, à surveiller, donc dans les librairies. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et de Première Dame. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ces femmes pionnières que j'en ai eu à les interviewer. Merci d'avoir écouté leur histoire. Les Premières Dames ont ouvert la voie, à nous de nous en inspirer désormais. Ciao, ciao.